On va prendre, pour commencer cette émission, la direction de Vendin-le-Vieil. Retrouver notre équipe, Sabrina Birlin-Bouillet et Laurent Sélarié. Bonsoir Sabrina, vous avez pu le vivre sur notre antenne en exclusivité et sur CNews et sur Europe 1. C'est une surprise, hein. On a pu vivre l'arrivée de Mohamed Amra. C'était le fugitif le plus recherché de France, et il a quitté la prison de haute sécurité de Condé-le-Vieil pour rejoindre celle de Vendin-le-Vieil, là aussi sous très haute sécurité. Racontez-nous, Sabrina. Oui, vous l'avez vu sur ces images en direct sur CNews, l'hélicoptère qui transportait Mohamed Amra, qui s'est posé au sein de la prison de Vendin-le-Vieil. Alors celui qu'on appelait l'ennemi public numéro 1 a été transféré aujourd'hui dans cette prison de haute sécurité destinée aux narcotrafiquants à Vendin-le-Vieil. C'est une surprise, vous l'avez dit. Il était jusqu'alors détenu dans l'autre prison de haute sécurité, celle de Condé-sur-Sarthe. Il était question de son transfert ici à Vendin, mais aucune date n'avait été annoncée par le ministère de la Justice. Et ce jeudi, 12 nouveaux détenus ce matin ont été transférés ici à Vendin. Parmi eux, 6 venaient de Condé. Ils sont arrivés en convoi motorisé, très sécurisé, mais sans Mohamed Amra. Lui, il a décollé en hélicoptère de Condé-sur-Sarthe à 16h30. Il est arrivé ici à Vendin à 17h45. Décision qui s'est prise au dernier moment grâce à une météo qui a été plus clémente au cours de la journée, qui a permis cette destination en hélicoptère. Je vous rappelle que Mohamed Amra, ce n'est pas n'importe qui. Il a été incarcéré après sa violente évasion au péage d'Incarville en mai 2024. 2 agents pénitentiaires avaient été tués. La cavale d'Amra avait finalement duré 9 mois. Il a été arrêté en Roumanie en février, puis remis à Paris. Ensuite, il a été transféré à la prison de Condé-sur-Sarthe. Enfin, il est aujourd'hui transféré à cette prison de haute sécurité, la plus sécurisée du pays, réservée aux plus grands narcotrafiquants de France. Tout un symbole, Thierry. Merci Sabrina Birlin-Bouillet avec Laurent Sélarié depuis Vendin-le-Vieil. Najwa El Haïty, il se trouve que vous connaissez parfaitement bien l'établissement de Condé. Comment vous expliquez ce transfert ? Ce transfert, vous avez quand même un détenu qui est extrêmement dangereux, qui a du sang sur les mains, des agents pénitentiaires qui ont péri au cours d'un transport, au cours du transport de ces détenus. Donc moi, ce qui me gêne, et c'est ce qu'évoquait d'ailleurs mon confrère et ancien ministre André Valigny, c'est le star system autour de lui. Vraiment, ça me gêne. Pourquoi ? Parce que ça me rappelle également les années Mesrine, vous voyez, où voilà, l'ennemi public numéro 1, pareil pour Pablo Escobar, vous voyez, et ça me gêne parce que ce ne sont pas des stars pour moi. C'est des gens extrêmement dangereux, je rappelle, qui ont du sang sur les mains. J'espère d'ailleurs que la justice sera au rendez-vous pour que la peine soit la plus ferme possible et la plus sévère possible. Après, bien sûr qu'il faut informer sur ce qui se passe par rapport à l'ouverture de ces quartiers très sécuritaires vis-à-vis de ces narcotrafiquants. Et là, il faut saluer le ministre de la Justice, qui met ses paroles en actes. Et aujourd'hui, on le voit. On le voit que c'est du concret. Il l'a annoncé, il a dit voilà, durant l'été, il y aura des quartiers de haute sécurité qui réuniront les 100 plus grands trafiquants de stupéfiants. Ouais. Et on est l'été et les actes sont au rendez-vous. C'est du concret. C'est du concret. Je salue Julien Drey qui nous a rejoint. Bonsoir. Bonsoir à vous, mon cher Julien. On commençait, on commentait sur ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette prison de haute sécurité avec le transfert et l'arrivée de Mohamed Amra. C'est tout un symbole qu'il arrive. C'était pas prévu et on a pu le vivre en exclusivité sur notre antenne. Oui, je suis pas sûr que ce soit les événements les plus importants à vivre. J'entends. Il y a d'autres informations, mais écoutez, je vais être honnête avec vous, je n'ai pas de philosophie sur ces quartiers, ce regroupement des plus gros dealers dans les mêmes endroits, ou trafiquants. J'attends de voir, parce que ça peut effectivement être efficace pour l'administration pénitentiaire, parce qu'au moins ils les ont là, ils ne sont pas en train de faire les rois dans le reste de la prison, mais ça peut être aussi, ça peut devenir autre chose, parce que ça peut devenir en fait des prisons où... Parce que c'est pas n'importe qui, ces gens-là. Non, c'est pas n'importe qui. Ça veut dire qu'ils ont énormément de moyens à l'extérieur. Donc énormément de pression. Vous savez, il y a une technique qui est simple. C'est le détenu qui dit au gardien «
Ah, c'est l'anniversaire de votre fils aujourd'hui. Je dirais bon anniversaire. Ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Petite chose comme ça, je raconte. Voilà. Bien sûr. Donc, j'ai pas. Bon, voilà, j'attends de voir. Communiqué de Gérald Darmanin que je vous propose de découvrir et que je vais lire également pour les auditeurs d'Europe 1 qui nous écoutent. Son évasion a coûté la vie à 2 agents pénitentiaires. Elle en avait blessé gravement 3 autres. La justice passera. Mohamed Amra est désormais incarcéré à la prison de haute sécurité de Vendin-le-Vieil, hors état de nuire, avec des conditions de détention extrêmement strictes, vient de communiquer Gérald Darmanin. Réaction peut-être André Valigny et puis Mathieu. Alors sur le transfert de Mohamed Amra, je suis d'accord avec Najwa, c'est-à-dire qu'on en fait une star, on dirait l'arrivée d'un chef d'État ou d'un artiste, enfin d'un acteur de cinéma, et je suis sûr que lui, s'il voit ces images, il va être très fier ce soir, il va faire le malin. C'est vraiment un salopard, donc je regrette un peu cette starisation, mais enfin ça montre au moins aux citoyens qu'on agit et qu'on prend des précautions avec ce genre de criminels endurcis. Sur le fond, je suis d'accord, Julien Drey, je l'ai dit sur votre plateau, Thierry, j'espère que tout ça va marcher. Que ça va être efficace, parce qu'il fallait vraiment en finir avec ces prisons passoires où les types qu'on pouvait continuer à gérer leur trafic depuis la prison, ils avaient 2, 3, 4 téléphones portables et ils continuaient à faire du business depuis leur cellule. Donc il fallait en terminer avec ça, il faut les mettre à l'isolement, qu'il n'y ait plus de contact avec l'extérieur, seulement quelques visites, le moins possible, avec leurs avocats évidemment, avec leur famille un petit peu. Mais je crains un peu ce qui peut se passer au sens où autant de narcotrafiquants, de criminels endurcis réunis au même endroit, ça risque de devenir explosif. Et les surveillants pénitentiaires s'inquiètent aussi de ce qui peut se passer. Donc il faudra anonymiser les surveillants, parce que Julien Drey a raison, il ne faudra pas que les détenus connaissent le nom des surveillants. Et puis il faudra que ce soit des surveillants expérimentés, formés, endurcis eux aussi, parce que ça va être difficile à maîtriser. J'espère que ça va marcher. Mathieu Hoc. C'est l'un des sujets les plus importants sur la reconquête contre la guerre contre le narcotrafic. Un des sujets les plus importants, c'est de protéger ceux qui vont justement réussir à faire concrètement la reconquête. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les narcotrafiquants disposent de tellement de moyens, que ce soit des moyens effectivement économiques et financiers avec un trafic de drogue qui, selon l'OFDT, vaut à peu près 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires, mais des moyens aussi également humains. Il faut quand même rappeler que le narcotrafic emploie en France quasiment 240 000 personnes, selon ce même institut. À titre de comparaison, vous avez autant, sinon un peu moins, de forces de sécurité quand on additionne les gendarmes et les policiers. Donc vous êtes dans un pays, aujourd'hui, il y a plus de narcotrafiquants qu'il n'y a de policiers et de gendarmes. Alors même qu'évidemment, les policiers et les gendarmes doivent s'occuper d'autres sujets, le terrorisme, les incivilités au quotidien, etc. etc. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que pour opérer cette reconquête, justement, c'est toute la chaîne à la fois de la police, des gendarmes, etc., mais également la justice, on en a parlé, l'administration pénitentiaire, évidemment, les magistrats également, qui sont également, ou les préfets aussi, qui veulent aujourd'hui organiser la reconquête et qui vont être les cibles des narcotrafiquants. Donc un des enjeux pour les pouvoirs publics, c'est de protéger ceux qui justement vont nous protéger. Allez, on marque une pause sur Europe 1 et sur CNews. On se retrouve avec une histoire incroyable également. On va rester à Vendin-le-Vieil. Tanguy Hamon est avec nous, notre spécialiste police-justice, puisque Gérald Darmanin est visé par une plainte pour abus d'autorité déposée par l'un des avocats des détenus de Vendin-le-Vieil. C'est une information un petit peu surprenante. On vous en parle sur Europe 1 et sur CNews. À tout de suite. 18h15, bienvenue sur Europe 1 et sur CNews, c'est votre punchline version été. L'équipe du soir, Najwa El Haïty est avec nous, André Valigny est avec nous, Mathieu Hoc est avec nous, Julien Drey est avec nous, sans oublier Tanguy Hamon, notre spécialiste police-justice. On va commencer avec vous, Tanguy Hamon. Nous étions à la prison de Vendin-le-Vieil il y a quelques instants au début de cette émission pour annoncer l'arrivée de Mohamed Amra. Mais l'autre affaire qui nous a un peu interpellés, et pour ne pas dire davantage, c'est Gérald Darmanin qui est visé par une plainte pour abus d'autorité déposée par l'un des avocats des détenus justement de Vendin-le-Vieil. Il est arrivé il y a 48 heures et déjà il y a dépôt de plainte. Racontez-nous cette affaire. Exactement, et cet incroyable. Avocat estime que son client qui est un Algérien condamné pour des faits liés à la drogue et aux armes, et qui est également soupçonné d'association de malfaiteurs criminels, eh bien, il estime que cet individu a été transféré à Vendin sans qu'on ait établi qu'il y avait toujours un lien
alors qu'il est en prison avec des réseaux de drogue ou des bandes criminelles, puisqu'il faut savoir que le Conseil constitutionnel a validé ces mesures carcérales pour les plus gros criminels du pays si on peut prouver qu'ils ont toujours des liens avec l'extérieur pour commettre des crimes ou organiser leur trafic. L'avocat estime donc que ce n'est pas le cas. Il a attaqué Gérald Darmanin. Il a dit, je cite cet avocat, il estime que Gérald Darmanin a éhontément piétiné les conditions fixées par le Conseil constitutionnel. Gérald Darmanin, lui, a réagi. Il parle d'une, je cite, nouvelle tentative de pression pour faire reculer l'autorité de l'État. Et il a dit assumer pleinement son action de grande fermeté. Merci pour ces précisions. Alors ça tombe bien, on a 2 avocats autour de cette table ce soir. Pourquoi la Cour de justice de la République, Najwa El Haïty ? Je me suis posé la question. Bon, en termes de compétences. J'attendais votre réponse. Oui, je me suis posé la question parce que c'est pas devant la Cour de justice de la République que j'aurais déposé cette plainte, ou en tous les cas j'aurais enclenché une procédure. C'est plus devant le tribunal administratif, parce que je rappelle que la Cour de justice de la République, c'est l'instance qui est habilitée à juger les ministres en cours d'exercice dans le cas d'un délit ou d'un crime. Là, ce n'est ni un délit ni un crime. J'ai envie de vous dire, cet soi-disant abus d'autorité. Après, il faut le prouver, cet abus d'autorité. Mais déjà, il y a un problème de compétence de juridiction qui interpelle. Quel est le but recherché, André Valigny, alors ? Je ne sais pas quel est le but recherché. Moi, je pense que cette plainte va... À son client, peut-être, sachant qu'évidemment, les projecteurs sont focalisés sur cette prison de haute sécurité. C'est quoi ? Je ne sais pas, parce qu'il y a une erreur d'aiguillage totale. Enfin, je suis d'accord avec ma consoeur. La Cour de justice de la République, elle n'est pas faite pour juger ce que font les ministres dans le cadre de leur activité ministérielle, sauf s'ils commettent un crime ou un délit dans le cadre de leur fonction, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Donc l'avocat, à mon avis, a fait n'importe quoi. Est-ce que c'est pour faire parler de lui ? Je ne sais pas. Julien Drey, vous avez un avis sur le sujet ? Non, je pense que la démarche, elle est simple, elle est politique. Oui, c'est ça. Si on va par la justice... Moi, on cherche midi à 14h, mais en fait, c'est tout simplement politique. Oui, c'est politique, là. Si on va par la justice normale, c'est la justice normale, et on est à peu près certain du résultat. Ça va être... la justice va dire, il n'y a rien à voir, circuler. La Cour de justice de la République... D'abord, c'est pas pareil. Ça prend une autre dimension. C'est l'exercice du métier c'est l'autorité de M. Darmanin, c'est l'exercice de sa fonction, c'est la possibilité peut-être qu'à l'Assemblée nationale, ça soit relayé par des députés qui demandent, eux, la Constitution. Voilà, c'est un chemin politique. Sauf que ça peut aller vite. Ça peut aller vite. Dans 15 jours, la CGR peut se déclarer incompétente et ce sera fini. André, pardon. T'as raison, André. Mais ça permet de faire de l'agitation pendant 15 jours. Voilà. Et de créer 3 semaines ou un mois. Ouais. Et ça renvoie au débat qu'on a eu au début. Vous voyez, ça devient tout d'un coup, ce rassemblement-là va devenir la cible. Une cible politique. D'autant que, je l'évoquais, on le sait, Julien, à travers tous les sondages qu'on peut faire, les Français attendent des réponses fermes, du concret. Et là où Gérald Darmanin est assez malin, c'est que là, c'est du concret. C'est qu'en fait, il parque dans 2 établissements les plus gros narcotrafiquants. On parle des prisons modulaires. On sait que là, il n'est pas très empêché. Et là, c'est une réponse concrète, peut-être aux attentes aussi. Et c'est là où je vous rejoins peut-être sur l'aspect politique. Peut-être. La démarche, c'est effectivement de remettre la politique dans le dispositif judiciaire pour essayer de fragiliser l'autorité de M. Darmanin, de faire que l'Assemblée ça soit relayée, que des questions écrites, des questions orales, tout ce que vous voulez, et qu'à ce moment-là, l'institution commence à être fragilisée par cette politisation-là. C'est une tentative, mais ça renvoie à quoi ? Ça renvoie à ce que représentent tous ces détenus. C'est-à-dire, ces détenus, c'est une pieuvre. Ils ont tellement d'argent qu'ils sont capables de mobiliser des avocats qui sont prêts à faire n'importe quoi parce qu'ils sont très bien payés pour le faire, des relais médiatiques, tout ce que vous voulez, etc. C'est ça le problème auquel on s'affronte. Et ça me permet de revenir sur le débat. Oui, il faut protéger les fonctionnaires. Mais la vraie question qui est posée, c'est est-ce qu'on va avoir le courage d'aller à cet affrontement avec les narcotrafiquants ? Est-ce qu'on va aller jusqu'au bout ? Or là, la bataille qui a commencé, c'est celle-là. La bataille judiciaire, etc., c'est d'essayer de faire peur pour qu'on recule. Vous avez bien vu ce qui s'est passé, Julien. On l'a commenté ensemble sur ce plateau. Quand il y a eu l'annonce de ce projet, il y a eu des exactions autour d'un certain nombre d'établissements. Parce qu'évidemment, à partir du moment où vous commencez à aller sur le terrain des narcotrafiquants, ils n'aiment pas ça, par définition. Et là, si vous les parquez dans 2 établissements, privés, de téléphone, etc.,
évidemment, ça les dérange, on peut le comprendre. Ils vont chercher ce qu'on appelle les accommodements raisonnables avec l'institution. C'est-à-dire ils vont commencer des pressions pour obtenir des concessions. André le disait, tel portable qui va réussir à passer, telle visite qui n'était pas autorisée qui va... Voilà, c'est ça qui est en train de se passer pour eux. C'est-à-dire d'établir leur territoire, en fait. Rétablir leur territoire. Alors peut-être que cette plainte, elle n'est pas si anodine que ça, et que c'est peut-être le début de quelque chose. Oui. Vraisemblablement. C'est là où Mathieu c'est Hoc. très intéressant, parce que vous allez me dire, le vrai sujet, c'est qu'aujourd'hui, eux, ils cherchent à créer par cette plainte une affaire politique. Une affaire politique qui peut être ensuite après reprise par certains élus, notamment à l'Assemblée nationale. On peut se demander si certains élus, notamment de la France insoumise, ne vont pas s'empresser d'utiliser cette plainte-là pour affaiblir Gérald Darmanin, pour demander une démission du gouvernement, voire pour demander peut-être même la démission de François Bayrou, etc., etc. On voit où ça peut aller, jusqu'où ça peut aller, ce type de proposition. Ensuite, après, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire aujourd'hui. Ce qui se joue sur le narcotrafic et plus globalement sur ce qu'on appelle, Georges Benson appelait les territoires perdus de la République, c'est une lutte spatiale entre des narcotrafiquants et des gens qui veulent occuper un espace et qui y arrivent dans un certain nombre justement de territoires perdus de la République, parce qu'aujourd'hui l'État, d'une certaine façon, est faible et a adopté la doctrine de l'accommodement raisonnable, du pas de conflit, pas de vague, on le formule un peu comme on veut, mais c'est qu'aujourd'hui on a trop laissé, on a trop reculé, parce qu'on a pratiqué, je pense, une certaine idéologie de l'excuse, une culture de l'excuse, qui a mené une culture d'impunité et qui crée justement aujourd'hui de la récidive où des jeunes et des moins jeunes aujourd'hui contestent l'autorité de l'État et pratiquent et mettent en place une société véritablement parallèle, avec une économie parallèle, avec des moyens de sécurité qui sont parallèles, avec même parfois des tribunaux qui sont parallèles, et c'est de ça aujourd'hui dont il s'agit. Oui, enfin, la culture de l'excuse, je veux bien qu'on dise que c'était la culture de l'excuse, parce que je vois bien ce qu'il y a derrière. C'était la gauche qui était généreuse, qui pensait que... On peut en discuter, ça, certainement qu'à un moment donné, il y a eu cela dans les années 2000, mais on n'est plus dans cette situation-là. Parce que ce à quoi on s'affronte aujourd'hui, c'est une mafia organisée, structurée. C'est pas des jeunes délinquants qui sont en mal d'être dans leur cité, etc. D'ailleurs, la plupart des chefs, ils sont pas en France. Ils ne sont pas en France, non, ça c'est clair. Dans les Émirats, la plupart, ou dans quelques États voisins, voilà, ils gèrent des réseaux financiers considérables, des blanchisseuses, vous en avez plein en France en ce moment. Posez-vous la question de savoir comment ça se fait qu'il y a autant d'ongleries qui s'ouvrent. Je savais pas. Et de barbeurs aussi. Voilà, alors les barbeurs, n'en parlons pas, l'onglerie. Alors, il fut un temps, c'était les kebabs. Maintenant, les kebabs, ça marche moins. Et puis tout d'un coup, vous avez ça. Je suis à peu près certain que si on commence à regarder, on va découvrir. Moi, j'en ai vu une ouvrir à côté de chez moi. Il n'y a jamais personne. Donc je me dis, quelle est la personne qui a décidé d'ouvrir une onglerie dans un endroit où on savait qu'il n'y avait pas de clientèle? Mais c'est comme ça que circule l'argent. Donc c'est pour ça que je n'arrête pas d'insister depuis quelques semaines, y compris vos confrères. Je leur dis, attention, moi je veux bien qu'on ait les débats sur l'immigration, etc. Mais derrière, il y a autre chose aujourd'hui. C'est plus de la même dimension. La dimension, c'est que vous avez une mafia organisée qui se permet des choses qu'on n'aurait jamais imaginées il y a encore quelques années. Quand vous êtes capable d'aller prendre un dealer dans une cité du 93, le descendre à Avignon, le brûler vif, et de filmer ça et de le mettre partout, c'est le degré où on en est. Et regardez l'actualité, quasiment tous les jours. Tous les jours, on commande. Tous les jours. Alors c'est à Nîmes, vous faites référence sur tout le territoire. Parce que c'est plus simplement quelques cités, c'est tout un territoire, c'est toute une organisation. Et de ce point de vue-là, la question de l'organisation de la justice et de la police, elle va être posée. Parce qu'il va falloir chercher, pour pouvoir faire tomber ces gens-là, il faut faire comme l'avaient fait les Italiens avec la mafia en Sicile, comme l'ont fait les Américains quand ils ont voulu vraiment enfin s'attaquer. Voilà, il faut s'attaquer aux réseaux financiers, parce que tant que vous n'arrivez pas à casser ces réseaux financiers, vous en sortez pas. Et donc ça veut dire voilà. Et je finis une chose, parce que ça m'obsède. Je ne comprends pas, par exemple, qu'il n'y ait pas un pôle contre la DZ Mafia qui ait déjà été installé. Parce que ça devient maintenant, je vois autour de moi, je vois même maintenant dans les métros, les choses comme ça, DZ Mafia. C'est devenu un site de rassemblement, DZ Zorro, c'est ça le truc. Ouais. Voilà. Or, normalement, on devrait avoir un parquet spécialisé qui est déjà constitué, avec des policiers préparés, avec des enquêtes qui sont faites, et avec, comme on me dit, la war room, où on met les têtes, on dit cela, et on perd du temps. Et la DZ Mafia, c'est une pieuvre. Hein. Oui, c'est une pieuvre. Et la DZ Mafia est en train de faire une OPA sur l'ensemble du territoire. C'est ça qu'il faut comprendre. Et la puissance de feu est considérable. Considérable. Najwa El Haïté, un dernier mot sur le sujet. Après, oui, on je va pense raconter que Julien Drey a tout dit, c'est-à-dire que la guerre, non, mais tout dit dans le sens où la guerre, elle est contre
contre un système parallèle, j'ai envie de vous dire, avec ses codes, ses règles, vous le disiez, où les règlements de compte sont de plus en plus violents, avec des jeunes, de plus en plus jeunes d'ailleurs, des mineurs qui sont attirés par l'argent facile en pensant que c'est plus une partie de plaisir. D'ailleurs, il y en a qui communiquent de manière éhontée, comme si c'était, on va dire, une partie de plaisir de vendre de la drogue, c'est fun, etc. Il y a des personnes qui communiquent comme dans des clips de rap où on dit, regardez, c'est sympa, vous gagnez de l'argent et en plus, c'est plutôt sympathique. Eh ben non, je le disais, non, c'est d'une extrême violence. On bascule tout de suite vers la barbarie. Et là, tout à l'heure, vous disiez, les mots ont un sens. On bascule tout de suite vers la barbarie où il y a des mineurs qui périssent dans des conditions, mais ignobles, calcinés dans des coffres de voitures. Et c'est ça la réalité. La réalité, on du diffuse même trafic sur les de réseaux stupes. sociaux et on arrive à des scènes à laquelle on n'assistait absolument pas en France il y a quelques années. Je vais vous donner Julien Drey. un dernier élément de blanchissement. Les influenceurs. Vous avez des influenceurs tout d'un coup qui se retrouvent avec des centaines de milliers de followers. Tout à fait. On ne sait pas comment ces followers sont arrivés. Et en fait, derrière, c'est les mafias qui achètent les followers pour faire monter ces influenceurs, parce qu'à un moment donné ou à un autre, ces influenceurs vont leur servir pour mener telle ou telle campagne, ou désinformer, etc. Là, il est en train de se passer aussi quelque chose, c'est nouveau.